Bienvenue au Polysécure épisode spécial. Je suis accompagné de Davy. Bonjour. Comment vas-tu? Ah bah écoute, plutôt bien, hein, on se retrouve. On s'est déjà bien chauffé là, juste avant de commencer. Oui, on est bien parti. Oh oui, totalement. Puis justement, le sujet d'aujourd'hui, c'était la suite du précédent, c'est-à-dire là, on regardait plus la santé mentale. Là, on regardait plus comment se protéger dans le cadre du travail, parce que comme on fait au moins 8 heures par jour en général au travail, ça devient une place très importante dans notre vie. Donc, si on y est malheureux, ou on est dans un environnement plus ou moins toxique, ça peut avoir des incidences importantes sur notre santé mentale, sur notre bonheur personnel à la maison. Donc, ça a des choses comme ça. Puis je trouve très, très intéressant comme idée que tu apportes d'aborder justement les moyens qu'on peut utiliser pour se protéger soi là-dedans, pour rester complet et ne pas se laisser mourir tranquillement comme bien des gens font. Et donc, incidemment, jamais on se retrouve en burn-out dans ces circonstances-là et dans lesquelles on devient malade physiquement de cet environnement-là. Ouais, et il n'y a aucun métier qui mérite ça. On va commencer par dire ça. Il n'y a aucun travail qui mérite qu'on se tue à la tâche. Vraiment, il y a aucun job qui mérite ça. On ne devrait pas vivre simplement pour travailler. On doit travailler pour vivre. Travailler, c'est une nécessité dans nos milieux. Il faut une activité, il faut bien produire quelque chose. Au Moyen-Âge, il fallait produire à manger, de quoi se vêtir et se chauffer. On était dans l'essentiel. Aujourd'hui, on est un peu plus que dans l'essentiel. On a de la chance quelque part. On peut se réaliser qu'on est dans une époque formidable pour nous. Et en plus, on vit dans des pays qui ont beaucoup de chance, qui sont riches. Mais il n'empêche pas moins que on a beaucoup de gens autour de nous, et c'était ce qui nous avait motivé à faire ce sujet en deux parties. C'est qu'on a beaucoup de gens autour de nous, que ce soit récemment ou plus précédemment dans le passé ou même nous-mêmes, qui sont passés par des périodes très difficiles dans la vie, avec parfois des chemins tragiques ou vraiment très douloureux et qui fracassent des familles et des personnes. Et c'est de voir comment on est capable de dépasser ça. Parce que quand on est dedans, c'est ce qu'on se disait la dernière fois, quand on est dedans, on a tendance à croire qu'il n'y a rien d'autre, au point où ça nous ensevelit, que ça nous démoralise, ça nous met en dépression, et que la seule issue possible, elles sont assez, assez négatives pour aller jusqu'au plus fatidique d'entre elles. Donc nous, on est là aujourd'hui pour dire, ok, ça arrive à beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on ne veut le croire. En plus, alors je sais pas comment c'est au Canada, je sais qu'en France, les sujets psy, en général, ont tendance aujourd'hui à ressortir plus. Merci le Covid. Le Covid a permis qu'on puisse ouvrir un peu la voie là-dessus. Alors moi, c'est des sujets qui m'ont jamais dérangé parce que personnellement, je suis touché depuis très longtemps et j'ai eu envie de prendre soin de moi. Mais je rencontre encore des fois des gens qui disent si tu vas voir chez un psy, c'est que t'es fou. Alors, je crois que t'as pas compris, il y a beaucoup de fous autour de toi dans ce cas-là. Non, les maladies psy, de la psyché, elles sont très nombreuses, et c'est comme les maladies de la santé biologique. Il y en a des longues, il y en a des très courtes aussi. On peut choper un rhume, une grippe, comme on peut choper justement un moment de baisse de morale, d'engagement, et ça veut pas dire que c'est définitif. Et par contre, ça peut avoir des effets. Et quand on est grippé, qu'on est très malade, qu'est-ce qu'on fait? On se soigne, on prend du repos. Et paradoxalement, quand on parle des maladies psy, il y a plein de gens qui continuent à faire comme si c'était pas malade. Moi, il y a pas longtemps, j'ai été malade, j'ai eu le Covid et j'ai donné cours jusqu'à l'épuisement, où j'ai dû arrêter le cours avant la fin. Alors, pour ceux qui me connaissent, c'est quand même excessivement rare. Donc, je me désengage. Je fais partie de ces gens qui abusent un peu, qui ont tendance à pas trop s'écouter en ce moment. Mais c'est vrai que moi, j'anime surtout des formations. Donc, c'est des périodes de cours. Donc, on peut se dire, ouais, mais bon, ton travail, c'est 3 jours, donc tu peux finir tes 3 jours. Bah non, j'ai pas réussi à finir les 3 jours. Donc, premier conseil, c'est de s'écouter. À un moment donné, quand on peut plus, on peut plus. Donc, on a des congés maladie, ça existe. On cotise même pour ça. Hein. Je rappelle que ça fait partie des choses qu'on prépaye à l'avance. Donc, quand vous êtes en congé maladie parce que vous êtes malade, c'est pas un cadeau que l'entreprise vous fait. C'est pas un cadeau que la société vous fait. C'est un moyen pour vous de retomber sur vos pieds, pour revenir dans un état acceptable, en capacité de reprendre votre rythme et votre place. Je dis toujours, alors c'est vrai que moi j'accompagne les freelances, mais même pour les salariés, quand vous êtes freelance, que vous êtes malade, si vous vous écoutez pas, la seule chose que vous êtes garanti, c'est que vous allez couler votre boîte et vous allez tuer votre santé. Donc je vous le prédis tout de suite. Quelqu'un qui s'engage là-dedans, et j'ai un collègue auquel je pense, je dirais pas son nom aujourd'hui, mais qui commence à mieux prendre soin de lui aujourd'hui, que je suis très heureux de le voir. Vraiment, je suis vraiment soulagé. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour lui, donc ça me soulage de le voir. Mais c'est quelqu'un qui, il y a pas longtemps, a vu son médecin qui lui a dit, bon,
Est-ce que vous avez prévenu vos enfants? Prévenu de quoi? Bah, que vous allez mourir bientôt si vous continuez comme ça. Mais le médecin lui a dit ça, littéralement. En disant, si tu te prends pas en main, personne ne va le faire pour vous. Donc là aussi, c'est un message important, c'est que nous sommes les seuls à savoir quand on ne va pas bien. Nous sommes les seuls à entendre, à savoir quand on est en épuisement. Et on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de l'épuisement, donc le fameux burn-out ou la dépression qui peut aller avec, qui peut pour le coup nous mettre vraiment plus mal en point. Donc il faut d'abord être à l'écoute de ces problématiques, et puis c'est des maladies biologiques ou psy, et ensuite pouvoir les accueillir et savoir les traiter. Ouais, tout à fait. Puis, un des problèmes, puis c'est là où les gens pensent que c'est pas grave, les maladies de l'esprit, c'est que ça a fini par avoir des conséquences sur le physique. Le corps finit par suivre. On est un ensemble. Si on a mal à la tête, le restant va aller dans le corps jusqu'à de l'épuisement physique grave, manque de motivation et justement avoir des idées noires dans ce cas-ci. On va être plus fragile aux maladies, on va être plus fragile à un paquet de choses, on va avoir beaucoup d'éléments, beaucoup de conséquences physiques et parfois même permanentes dans certains cas si on ne fait pas attention. Les dommages du burn-out dans certains cas sont quasiment permanents. Puis c'est pas une illusion, c'est pas parce que la personne est faible, c'est pas parce que c'est comme ça. Il y a un changement chimique qui s'opère dans le corps et il est réel. Mais c'est parce c'est assez nouveau parce que les maladies physiques, ça fait longtemps que ça existe. Les maladies de l'esprit sont apparues avec le fait qu'on est maintenant dans des bureaux, ce qui est assez récent dans l'histoire de l'humanité, qu'on est pris dans des bureaux de façon assez perpétuel en quelque sorte, ce qui nous amène dans un contexte nouveau où des anciens mécanismes, parce que dans le fond, c'est tous des mécanismes qui datent de notre évolution normale, qui sont sollicités parce que, puis dans le burn-out notamment ou l'épuisement professionnel, c'est de vivre sur un stress. Mais dans la nature, l'humain n'a jamais été fait pour vivre sur un stress continu aussi longtemps que ça. C'est anormal d'être comme ça. Et le stress, on veut vraiment le regarder du point de vue chimique. C'est un changement hormonal important qui vient brûler des cellules, qui vient brûler des éléments dans notre corps et dans notre tête, justement, qui a des effets réels. Parce que c'est pas juste, ah ouais, non, on peut passer par-dessus. Non, c'est vraiment des hormones, c'est chimique et c'est très puissant, le changement hormonal qui s'opère par ce genre de choses-là. Donc, d'en faire fi, c'est très dommageable et c'est justement très important d'écouter son corps en premier. C'est là que les premiers signes, si on est moins éveillé, vont apparaître et ensuite de remonter à son esprit à voir comment tout ça fonctionne parce que si on vit dans une situation de stress, n'importe quel animal qu'on met dans une situation de stress de façon continue va virer complètement débile en même beaucoup moins de temps qu'un humain d'ailleurs, là. Oui, effectivement, et comme tu le rappelles, l'être humain n'est pas fait pour ça en fait. L'être humain a des mécanismes qui déclenchent des alarmes pour vous dire qu'il y a un danger, pour pouvoir s'en écarter le plus vite possible. Donc quand on les sollicite ces alarmes constamment, comme tu dis, on devient dingo. Moi j'aime bien cette expression, j'utilise avec mon chien. Il est complètement dingo, mais c'est ça en fait, on devient dingo, c'est-à-dire que on est poussé à bout, on est poussé dans des moments où le cerveau n'est pas fait pour fonctionner comme ça. Et comme tu dis, en plus on s'abîme le corps, on prend forcément des mauvaises décisions. Et on le voit hein, quand on a, si on rejoint des troupes d'élite, par exemple dans l'armée ou la police, il y a des entraînements au stress pour pouvoir s'habituer à prendre des décisions de façon, comment dire, par le réflexe et non pas par l'intelligence, parce qu'on sait très bien que les capacités cognitives baissent avec le niveau de stress. C'est que si vous faites des sports de combat, par exemple, vous le savez, on sait très bien, on dit que quand on boxe ou qu'on se bat, on a le cerveau qui devient plus bête, parce qu'en fait, avec l'adrénaline, c'est pas la même partie du cerveau qui est sollicitée, on n'a pas le temps de réfléchir. Ici, il faut qu'on soit justement sur de la réaction à l'action qui est directe devant nous. Il n'y a pas de temps de construire un schéma logique. Alors que nous, en effet, on est des êtres qui sont doués pour ça. On est très doués pour ça, pour se poser, pour réfléchir, prendre du temps. Des fois, on mûrit une décision pendant des mois avant de la valider, mais elle peut être vraiment très pertinente. Donc, on se doute bien que quand on a du bruit au sens symbolique autour de nous, des manifestations négatives, on se doute bien qu'on n'est pas en état de faire ces choix-là. Ça veut dire qu'en plus, en général, quand on est dans un contexte de stress dû aux relations qu'on a avec les autres, et que tu l'as dit, alors, j'écoutais un podcast là-dessus il y a quelques jours. Il disait les symptômes de maladie du travail de nos grands-parents, c'était des maladies physiques. On s'abîmait le dos, les bras, les articulations, etc. Les symptômes de notre génération, c'est effectivement, comme tu dis, on est des bêtes de bureau. C'est-à-dire, c'est le burn-out, en fait. C'est vraiment la maladie du travail la plus répandue aujourd'hui, c'est-à-dire l'épuisement. Et cet épuisement, il vient alors par les cadences.
mais il vient aussi par le manque de sens. Ça, c'est un truc qui revient peut-être souvent dans ce qu'on dit, ou en tout cas, je pense qu'on en a déjà parlé dans d'autres sujets. Mais le manque de sens, c'est vraiment, vraiment, je pense, qui nous achève humainement. C'est-à-dire que si vous faites un truc, que vous le répétez tous les jours, mais que ça n'a aucun sens pour vous de le faire, ni dans la structure où vous êtes, à un moment donné, votre cerveau dit, mais faut pas le faire, en fait. T'as conscience que ce que tu fais là, ça sert à rien du tout. Donc, travailler avec l'objectif d'atteindre un objectif particulier, tout en sachant qu'on va pas dans la bonne direction, même chose, ça rend complètement dingo. Donc là encore, quand on prend conscience qu'on est dans ce genre d'emploi, tout ce qui est bullshit job, etc., où on en parlait avec les personnes sur LinkedIn qui font les grandes valeurs, ah, moi j'ai appris ça, mon message, les grands parcours qu'il faut avoir vu, comme on dit souvent, les valeurs, plus on en parle, c'est moins on en a. Donc là aussi, hein, avoir un poste dans ce genre d'entreprise qui a des belles valeurs, etc., qui met des choses en avant, mais qu'en fait, qui concrètement ne le fait jamais. Même chose, ça fera peur, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif, c'est-à-dire votre cerveau vous dit, mais c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, votre cerveau dit, ah, il y a un problème, il y a un problème. Il vous le répète en boucle, il y a un problème, il y a un problème. Et plus vous y allez tous les jours, vous dites, ouais, mais moi, j'ai pas le choix, faut que j'y aille, faut que je gagne de l'argent. Alors, pour le coup, on tombe sur la contrainte de la nécessité. Vous dites, mais j'ai pas le choix. Bah, si vous avez le choix, vous pouvez gagner de l'argent ailleurs. Et donc là aussi, c'est ce qu'on disait, donc on a repéré, nous, dans les gens qui nous accompagnent, ou ce qu'on a pu être quand on allait mal, c'est qu'on a tendance à se replier sur le monde qui est nôtre, et on parle, tout à l'heure en off, avant de commencer ça, on parlait des réalités. On disait, la personne qui te parle face à toi aujourd'hui, elle te partage ce qu'elle a comme vue de sa réalité à elle. C'est-à-dire ce qu'elle vit dans son domaine, avec son histoire, avec ses partenaires, avec ses relations. Mais ça n'en reste pas moins que la vue d'un individu sur 8 milliards dans un monde très très large et très très multiple. Donc finalement, c'est une vue assez restreinte, très 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 petite de la réalité plus globale. Donc ça veut dire qu'il est possible de faire limité là. Ouais. Donc on sait qu'on peut aller voir ailleurs, on sait qu'il existe autre chose. Donc c'est la première chose aussi, c'est une des choses, pas la première, parce qu'on a déjà dit la première, c'est une des choses qu'on peut inviter à prendre en mesure, c'est que quand on sent qu'on va plus bien dans le boulot, c'est de se dire d'abord, c'est pas le dernier boulot qu'on aura. Il y a autre chose à faire. Alors, bien sûr, hein, je reste raisonnable sur le contexte. Nous, on sait très bien qu'on est dans des métiers où on a de la chance de cette, je sais que j'aime pas le terme chance en général, mais je vais l'utiliser quand même ici. On a de la chance d'être dans des métiers où il y a beaucoup de demandes, etc., avec des hauts et des bas. On en parlait en off tout à l'heure parce qu'il y a des périodes de creux et où on se parle, par exemple, actuellement, pour certains, c'est des périodes de creux. C'est toujours difficile à vivre. Mais effectivement, il y a peut-être des gens qui sont dans des territoires où il y a moins d'opportunités, etc. Donc, à nous de voir ensuite, c'est d'envisager, bon, qu'est-ce qui est possible autour de soi, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est possible de chercher ailleurs, sans forcément dire qu'il faut forcément passer freelance pour tout le monde. Il y a des gens qui sont très bien salariés, qui veulent rester salariés. Mais on n'est pas salarié dans une seule entreprise dans toute sa vie. Alors, là aussi, c'est quelque chose qui est parfois difficile pour les générations qui nous précèdent. Nous, on vient des années 70-80, donc c'est des générations qui sont un peu plus baignées dans l'idée qu'on puisse changer de carrière plusieurs fois dans une vie. Mais nos grands-parents ou même nos parents, moi j'ai connu des familles qui ont passé leur carrière entière dans une seule entreprise. Donc essayer d'envisager qu'on puisse partir de cette entreprise et parfois un changement difficile, ça tient pas à la capacité intellectuelle de le faire, ça tient à l'affect et à la sensation qu'en fait c'était une partie très importante de notre vie, ce qui est réel, ce qui est vrai, c'est un vécu très long qui prend beaucoup d'empreintes, de place, mais qui n'interdit absolument pas d'aller voir un autre vécu ailleurs. C'est comme quand on chante, imaginez, vous avez un problème de relation de couple et vous vous divorcez au bout de 20 ans, c'est jamais une décision facile. Non, quelqu'un qui vous dit que c'est facile, c'est un mensonge. C'est jamais une décision facile, c'est une décision qui est très lourde de sens, très lourde de conséquences, mais elle est faisable. Donc, quand on est dans un emploi qui s'avère néfaste pour nous, ou dans une situation néfaste, il faut accepter l'idée qu'on peut regarder et de se dire, j'ai possiblement autre chose. Et je vois l'ami dont je parlais la dernière fois, qui était si mal en point en fin d'année dernière, qu'il pensait mettre fin à ses jours. Aujourd'hui, il commence déjà à envisager cette opportunité. Il me dit, je suis pas prêt à le faire. Je suis, c'est pas grave. Mais tu penses déjà, chacun son rythme. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est de reprendre le contrôle de son propre rythme. On parle aussi parfois du contrôle de son propre narratif. Et ne pas se laisser guider par d'autres autour de soi. Donc ça veut dire reprendre le contrôle de soi, de son expérience, de ses sensations. Quand je me sens mal au travail, on ne laisse pas les autres vous dire « Ah, c'est pas grave ».
Bah, si on vous dit c'est pas grave, dites moi je t'emmerde. Pardon, je suis désolé hein, pour ceux qui nous écoutent. Si c'est grave. Pour moi c'est grave. Et j'ai important de pouvoir dire pour moi c'est grave. Vous avez une espèce de discours toxique assez masculiniste, j'avoue, qui est voilà, faut pas avoir de douleur, faut pas pleurer, faut pas se plaindre. Tu te tais. On va pas t'écouter. Je vais m'écouter moi. Si j'ai besoin de pleurer, je pleure. Si j'ai besoin de stresser, je stresse. Mais c'est tellement vieux, puis ça faut que ça je vais réagir là-dessus à chaud parce que celle-là je la déteste celle-là puisqu'elle est ancrée ailleurs. Puis à mon avis à moi, on a un problème de violence chez les hommes justement parce qu'ils ne laissent pas sortir leurs émotions en temps opportun. Ça s'accumule et ça fait de la cochonnerie. Et généralement, chez la plupart des hommes, ça va s'exprimer avec de la violence. Oui. Et dans certains cas, dans de la violence dans les couples, même dans des cas plus extrêmes ou justement des féminicides, ce qui est encore plus terrible comme situation. Fait qu'on crée un problème en enfermant ces émotions. Puis ça, c'est plus large aussi au sens travail, mais dans le cas des hommes, il faut être fort, t'as pas d'émotion, ça, c'est complètement débile. C'est de refuser qu'on ait des êtres de chair et de sang. Et l'émotion qu'on n'entend pas, elle s'en va pas. Hein. C'est faux, en fait. C'est une illusion. Elle se met de côté, vous l'emmagasinez et elle pourrit le système biologique. Et elle ressortira d'une façon ou d'une autre. Et comme tu dis, elle ressortira souvent de façon explosive, comme un volcan qu'on met sous pression. Et qu'à un moment donné, en fait, si un volcan il n'était pas sous pression, il ferait un fluide de lave régulier et voilà. Non, en fait, il explose et il pète tout. Et donc, c'est ce qui peut se passer effectivement avec des accès de violence. Ça peut avoir aussi des effets dans le travail ou avoir un collaborateur je dis pas collaboratrice parce que ça peut arriver aussi, mais c'est quand même beaucoup plus rare chez les femmes d'avoir ce type de problématique. Effectivement, comme tu dis, on le dénonce, c'est plutôt masculin et c'est un comportement issu d'une culture patriarcale qui est aujourd'hui effectivement remise en cause, fort heureusement. Alors, il y en a qui luttent pour, hein. Ils s'accrochent à un truc, j'ai pas compris ce qu'ils allaient perdre. A priori, ça a l'air de faire très peur de perdre un truc comme ça. Ils ont peur, je pense, de perdre leur partie génitale qui devrait s'effondrer si on se laisse aller. Alors, je vous confirme que tout est en place chez moi et pourtant, ça m'arrive de pleurer. Donc, pas de souci, hein, messieurs, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Mais cette espèce, comme si avoir une émotion était une faiblesse. C'est une absurdité qui n'a aucun sens. Elle a aucun fondement. Donc, on est dans l'état où on est et notre corps est en train de nous dire, par l'émotion qu'on traverse, il est important que tu comprennes ça. C'est en train de se passer en ce moment-là et c'est ta façon de vivre ce qui est en train de se passer. Entends-le, s'il te plaît. Oui, c'est un signal que ton corps t'envoie. Parce que je pense qu'il y a ces 5 émotions de base qu'on a. De ces 5 émotions de base-là, il y a des éléments très fondamentaux ils sont rattachés. Et des éléments de survie, c'est ça qui est troublant. On dit, là, aux hommes notamment, écoute pas tes émotions, c'est mal, c'est ça. Mais ces 5 émotions-là servent d'éléments de survie, de signaux que tu as besoin de savoir pour détecter les dangers autour de toi, de réussir à voir les choses et d'agir en tant qu'humain dans la société, mais en tant que se protéger, la peur est pas là juste pour emmerder, elle est là pour justement te préparer dans une situation qui pourrait te mener à un danger sur ta vie. Et c'est même un signal extrêmement important. Et l'absence de peur est très dangereux. Quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui va se mettre en danger ou mettre les autres en danger. Donc, au contraire, si on a avoir peur, c'est comme on dit en psy, plus on se sent envie, plus on a peur. Ce qui est légitime, c'est normal. Alors après, pour pas être excessif non plus, il faut pas que ça nous empêche d'agir, mais être conscience de ces peurs ou de ces. Moi, je dis, quand j'accompagne des freelances, je dis j'espère que quand on me dit mais moi j'ai un peu peur, je dis mais j'espère que t'as peur, parce que ça veut dire que t'es en train de travailler l'idée, c'est en train de se processer. Il y a une partie de toi qui est inquiet sur des sujets, c'est normal, c'est légitime et c'est sain. Donc continue à avoir cette peur, continue à la ressentir et écoute-la, parle-lui. On apprend à ça en thérapie, hein, à écouter ses émotions, à leur parler pour essayer de les accueillir. Ça veut pas dire leur faire une place extraordinaire et que ça englobe tout et que ça déborde partout. C'est-à-dire juste les prendre pour pouvoir justement les canaliser, pas les contrôler. Les contrôler, ça voudrait dire, là encore, essayer de les restreindre, de leur mettre une ceinture autour pour pas qu'elles bougent trop. Ce serait une fausse idée. C'est ça, puis les émotions sont comme n'importe quel signal qu'on la vue, le son, peu importe ce qu'on a, c'est un signal qu'on a que le corps nous envoie qu'il se passe quelque chose, justement pour protéger son fonctionnement. Donc si on a peur, faut pas s'y attacher.
à la peur, faut l'accueillir, faut la voir, faut la comprendre, parce que des fois, dans le monde dans lequel on est, on n'a plus de guépard qui se cache en arrière d'un buisson pour venir nous manger. Cependant, la peur peut être dans un contexte professionnel, donc la comprendre, la décortiquer et justement soit atténuer les facteurs qui mènent à la peur ou dire, ben là, finalement, j'ai trop peur, il y a trop de dangers que je perçois pour la situation dans laquelle je suis, donc je ne ferai pas le saut, notamment, pardon, au freelance, par exemple, parce que j'ai trop peur, je perçois trop de danger dans cette situation-là et juste d'accueillir et passer à l'étape suivante et arrêter de juste ressasser cette peur-là de façon constante, notamment la peur, là, mais il y en a d'autres aussi. Là. Et puis, ensuite, chaque individu est indépendant, chaque individu est différent. Je dis toujours, quand j'ai un problème de relation de parole, avec une personne, je lui dis, je suis pas toi, tu n'es pas moi. Ça s'appelle l'altérité, c'est un fait. Moi, je sais que j'ai travaillé longtemps en thérapie dessus parce que j'avais un peu de mal avec ça. Mais je ne suis pas l'autre et l'autre n'est pas moi. Donc, s'il y a une expérience qui génère du stress, de la peur, de l'anxiété ou une difficulté ou un énervement, moi, je me pose là toujours. Avant, quand quelqu'un m'énervait, je disais tu m'énerves et je rentrais dedans, etc. Arrête de faire ça, voilà. Et j'ai appris à faire ça, à me dire mais qu'est-ce que cette personne fait pour que ça vienne générer cette réaction chez moi. Et donc, je me suis réapproprié l'émotion que j'avais. C'est comme quand on parlait d'homme violent. Quand un homme violent il frappe sa femme puis lui dit regarde ce que tu m'as fait faire, c'est une horreur absolue cette déclaration. Cette affirmation est une horreur absolue. Elle n'a aucun sens. C'est immonde de dire ça à une personne. Regarde ce que tu m'as fait faire. Personne n'a t'a rien fait faire. Tu as décidé d'être violent toi-même. Et dans les relations toxiques au travail, quand on a un manager comme ça qui est abusif, qui dit mais c'est pour ton bien, j'ai fait ça. Non, t'as rien fait pour mon bien. Si tu voulais mon bien, tu me demanderais qu'est-ce que tu veux. De quoi as-tu besoin? Ça, c'est la seule phrase qui veut du bien à une autre personne. Quand on vous parle de bienveillance, si on vous dit pas de quoi as-tu besoin, c'est qu'on n'est pas bienveillant avec toi. Avec vous, plutôt, pour le coup. Oh, oui, c'est ça. Puis il faut distinguer la combinaison que les gens font entre le bien de l'entreprise et le bien des salariés ou des choses comme ça. Parce que le manager, dans ce cas-ci, va agir dans le bien de la société, de la compagnie, et non nécessairement dans le bien des employés, en faisant passer sur le fait que parce qu'il fait bien pour un, il fait bien pour l'autre. La réalité, c'est pas ça, parce que ça peut mettre une personne dans une situation de stress immense ou de situation, je pense qu'on en avait parlé la dernière fois, où il y a des changements importants, où on met la personne dans une position qui, justement, suscite énormément de stress ou de peur ou peu importe ce qu'elle met. Donc, dans un contexte de travail, quand on a peur au travail, pas parce que de se faire agresser, mais parce que on n'est pas à l'aise de faire les tâches que nous avons assignées, parce qu'on nous a pas donné les outils pour y arriver ou le support suffisant. Donc, quand on se trouve dans cette situation, ça va générer un stress et avec le temps, ce stress-là est très, très dommageable et nous amène dans une situation autre. Donc, non, la réalité, c'est le dialogue. Comme tu dis, être bienveillant, c'est de dialoguer avec ses employés. C'est d'avoir ces deux canaux de communication-là qui sont ouverts. Puis c'est très drôle, j'ai eu cette conversation avec ma fille hier qui était dans un contexte travail. Elle m'expliquait que là, elle aimerait avoir une forme de promotion. Mais en même temps, je dis, fais pas juste attendre qu'ils pensent que tu es la bonne personne. Signale le fait que tu aimerais aller dans cette direction-là. Donc, au lieu de juste vivre puis d'être malheureux ou malheureuse dans son cas, de pas avoir la situation parce qu'elle l'a pas signalé, mais là, au moins, ça va être clair. Il y aura pas d'ambiguïté. Si tu l'as, c'est parce que tu l'as signalé. Si tu l'as pas, ben, ils vont être obligés de l'expliquer davantage. Dire non, t'es pas prête. Ou non, à ce moment-ci, c'est pas toi qui es la meilleure personne pour effectuer ce que tu aimerais faire. Et si la promotion n'est pas donnée et que ça lui semble injuste, ta fille aura la possibilité de prendre le recul et de dire maintenant, moi, je vais prendre la décision pour moi. Donc c'est aussi quelque chose qu'on met souvent en lumière quand on accompagne des gens, c'est ne prenez pas des décisions contre, mais prenez des décisions pour. C'est-à-dire que quand vous démissionnez d'une entreprise, c'est pas pour faire chier cette entreprise, parce que cette entreprise s'en fout totalement que vous partiez. Dans 3 mois, ils vous auront oublié. Moi, ça me fait rire, et je vois que tu rigoles aussi. Ça me fait rire parce que j'ai passé 7 ans dans une boîte avec tous les collègues que je voyais tous les jours. À partir du moment où on n'est plus dans la boîte, vous n'avez quasiment plus aucun contact avec personne. C'est comme si vous étiez un pestiféré. Les entreprises sont comme des familles cannibales, c'est ce que je dis souvent. C'est-à-dire que c'est soit on fait partie du système et c'est même
on est capable d'être bouffé par le système, soit on est carrément à l'extérieur du système et on est rejeté par les systèmes auxquels on fait partie. Et comme tu dis, on va aller au contact des autres, on va dire moi j'ai besoin de ça, je pense que je mérite, voilà mes arguments. L'autre a le droit de me donner sa réponse. Et si la réponse n'est pas celle qu'on attend, on arrête. Il n'y a pas de lutte. Si on a donné tous les arguments, ça sert à rien de vouloir que l'autre soit dans une position que nous on attend. On n'a pas à avoir un projet sur l'autre, comme dit souvent aussi, là encore, c'est un échec garanti à l'avance. J'ai pas le pouvoir de changer l'autre. Et c'est absurde, en fait. Ce serait même malsain de le faire. Donc, quand une entreprise ne nous apporte pas ce qu'on veut, quand un manager ou nous n'apporte pas ce qu'on veut, on prend le recul, on se dit, OK, qu'est-ce que moi je peux faire ici? Qu'est-ce qui est dans mon pouvoir de façon raisonnable? Il ne voit pas mon talent, OK? Je l'ai exprimé, je pense que j'ai amené les preuves. Mais écoutez, il le voit pas. Donc ça va pas changer. Qu'est-ce que moi je peux faire pour moi à cet endroit-là? Peut-être que la décision, c'est de partir. Alors évidemment, des fois on n'a pas envie de partir. Mais peut-être que c'est la seule façon de pouvoir faire. C'est là encore, hein, je reprends l'histoire parce que souvent, ce qu'on vit dans la vie privée est la même chose qu'on vit dans la vie professionnelle. C'est comme une histoire de couple qui dure trop longtemps, mais qui fonctionnera pas. C'est tout. À un moment donné, faut avoir le courage de dire oui, ça me fait peur, ça me fait mal, mais je crois que c'est mieux qu'on arrête. En fait, c'est mieux que je parte faire autre chose. Et là encore, la décision, elle est pas pour dire c'est pour te faire du mal, c'est pour te faire chier, parce que ça ne fonctionne pas. C'est voué à un échec. Et en plus, vous savez quoi? Une fois qu'on le fait, ça, on se sent pas mieux après. Non, on vit dans nos émotions négatives en plus, puis on les alimente. C'est comme on met on nourrit ces émotions négatives-là qui restent en nous au lieu de s'évaporer comme ils devraient s'évaporer de toute façon. Et la plupart des gens et tout ce qui se passe n'ont aucun intérêt à ce genre de choses-là. Sont toujours, de toute façon, tout le monde est centré sur soi-même. Et en pensant qu'on est capable d'endommager l'autre parce qu'on fait ça contre lui, ça fait rien. Les gens font des erreurs que parce qu'ils sont centrés sur eux-mêmes, ils ne sont pas capables de réfléchir et se mettre dans les souliers des autres. Et puis on existe dans leur réalité tant que cette réalité, on en fait partie. À partir du moment où on sort, on l'a dit, chaque individu n'a qu'une vue de la réalité globale de l'humanité qu'à hauteur de sa propre personne. Donc tant qu'on est dans leur système, bien sûr qu'on peut les faire chier les collègues qui nous embêtent ou le manager, mais le jour où on part, je le redis, les personnes qui sont en face de vous n'en ont absolument rien à faire que vous n'existiez plus en face d'eux. Vous faites plus partie du système, donc le jour où vous partez, personne va venir vous dire, ils vont pas tous les jours pleurer sur votre départ. Personne va venir vous rechercher. Si c'est ce que vous cherchez, je pense qu'il y a un travail, donc là, complémentaire à faire. Donc c'est ce qu'on avait dit la dernière fois aussi, il faut faire un travail psy. Donc il n'y a vraiment pas de problème avec ça, il n'y a pas de honte, il faut y aller. Quand on pense qu'on a besoin d'être accompagné là-dessus, il faut le faire pour pouvoir justement sortir ces étapes-là. Moi, je me souviens que quand je suis parti de l'entreprise où j'étais salarié avant de devenir freelance, j'étais dans cette dynamique-là. J'étais, ouais, c'est dégueulasse, ils ont pas fait ça pour moi. J'étais très rancunier, j'étais merde, putain, je me suis investi. Voilà, c'est ce qui m'a achevé de me décider. Et ma thérapeute m'a dit, mais vous voulez qu'ils vous gardent ou vous voulez partir? Je lui ai dit, je veux partir. Je dis, ben, c'est pas ce que j'entends. Et le même jour, j'ai discuté avec un ami qui m'a dit exactement la même chose. Je rappelle que, pour le coup, les deux ne se connaissent pas. Et là, je me suis dit, ok, j'ai un problème de posture, en fait, moi, par rapport à ma situation. Donc, je suis en rancœur de ce qui s'est passé, et c'est vrai, et c'est justifié. Je pense que j'ai pas été apprécié à mon juste titre, etc. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour ça? J'ai signalé avant, j'ai pas eu les réponses que j'attendais. Donc, la seule solution, c'est que j'aille le faire ailleurs, en l'occurrence. Est-ce que j'ai eu peur? Oui. Je raconte toujours cette étape-là parce que ça me fait halluciner, mais ça me fait plaisir d'avoir vécu ça. Au moment où j'ai pris la décision, le jour où j'ai dû l'annoncer, j'ai dû rentrer dans un bureau, mettre ma main sur une planche de porte pour ouvrir ce bureau. Je vous jure, j'ai eu l'impression d'avoir 5 ans d'âge. J'ai été terrifié d'ouvrir cette porte et d'aller annoncer que j'allais partir faire cette nouvelle aventure. Mais ça arrive. Je l'ai fait, j'ouvre, j'annonce. À partir de là, le soulagement est total. Le fait de pouvoir sortir de cette dynamique. Parce qu'en fait, c'est comme un mécanisme d'emprise. Quand on est salarié d'une entreprise, il y a une forme d'emprise. D'abord parce qu'il y a une relation avec un contrat de travail, une rémunération qui nous amène une stabilité qui n'est absolument pas négociable. La plupart des êtres humains sains d'esprit veulent de la sécurité en priorité. La stabilité, de la sécurité. C'est le premier truc qu'ils veulent. Avoir, comme tu disais, ne pas avoir de stress, ne pas avoir de danger. Évidemment, la fréquence d'un revenu régulier, c'est quand même quelque chose d'assez stabilisant et d'assez satisfaisant. Et puis, si on peut en plus voir que le boulot déborde pas trop sur la sphère perso, c'est très bien. Donc sortir de ça, c'est remettre en cause ça, même pour un autre boulot, c'est jamais vraiment une étape facile.
C'est très difficile. Je vais rebondir sur l'élément parce que tu as dit, puis de ton expérience, tu dis, je me suis investi, j'ai contribué beaucoup de ça. Et ça, c'est l'erreur, c'est on ne contribue jamais à une entreprise. De toute façon, parce qu'ils ne reconnaîtront jamais cette contribution-là telle quelle, autre que le salaire qui est versé. Parce que la seule reconnaissance de la contribution, elle est là. Donc, si on attend quelque chose de plus important que ça, on fait fausse route. Faut connaître qu'on a un échange de notre temps et notre capacité contre un salaire et c'est à peu près tout ce que ça va faire. Donc, quand on est capable de s'extirper de l'espèce de reconnaissance absolue, j'ai contribué, je suis un pilier de l'entreprise et tout, la réalité, l'entreprise va en être un autre pilier demain matin puis ils vont te remplacer puis ça change rien. Fait que d'avoir cette rancœur-là, c'est saillir soi-même parce on a cru une histoire qui n'était pas la nôtre. Et alors, quand tu fais pas l'inverse, si tu t'investis pas trop, on t'accuse de faire du quiet quitting. Expression dégueulasse de libéraliste qui veut dire si tu t'investis pas plus que ce qui est demandé dans ton salaire, on va considérer que tu es en train de démissionner. Je dis non. Le contrat de travail, il dit je fais tant d'heures, je fais mon boulot, t'as rien à me reprocher, alors viens pas me demander autre chose. Si tu veux autre chose, donne-moi autre chose. Oui, mais ce degré d'investissement-là doit être volontaire dans un contexte où on est confortable soi-même de le faire, pas en attendre que quelqu'un vienne nous reconnaître comme quoi une perle cachée de toutes ces affaires-là. C'est un peu ce que j'avais expliqué à ma fille. C'est attends pas qu'il te reconnaisse puis qu'il te fasse quelque chose. Va le chercher. Si tu ne l'as pas, ben ça va moduler les énergies que tu vas vouloir déployer à cet endroit-là parce que tu ne ressens pas reconnu à la hauteur que tu perçois que tu devrais être reconnu. Donc, tu n'as pas la paye morale qui accompagne la paye monétaire pour le travail que tu fais. Donc, ça vient soit se désengager, mais se désengager, tu sais, c'est pas la fin du monde. Là, dire, on n'est pas là, on n'est pas des esclaves non plus, on n'a pas des chaînes au poignet puis on est pris à travailler là. Donc, on s'investit à la hauteur de notre confort personnel là, dans tout ça. Puis c'est ça qui est important parce que si on dépasse, on va être malheureux, on va aller au burn-out ou, comme tu mentionnais, tu vas avoir de la rancœur quand tu vas arriver à un moment donné parce que tu l'as pas. Et c'est triste. Puis là, c'est ça, ils m'ont pas reconnu. Méchante entreprise, c'est pas des bonnes personnes, tout ça. Mais non, mais c'est un organisme, il s'en fout. Puis c'est pas un organisme vivant, c'est pas un humain. C'est un organisme qui vit avec d'autres entreprises dans une réalité qui est parallèle à la réalité humaine. L'investissement qu'on fait, c'est nous qui choisissons, je veux dire. Mon travail, il est de, 9h à 18h tous les jours, 5 jours par semaine. À partir du moment où je suis là, si mon entreprise ne peut pas donner d'autres objectifs, toute demande en plus, c'est de la validation avec mon accord. Moi, j'ai vu des managers dans le passé essayer de me donner des trucs en plus, j'ai dit non. Je dis, comment ça, non? Non. J'ai pas le temps, je suis déjà occupé à d'autres trucs, je vais pas me lancer sur un autre truc qui n'a pas de sens. Même chose, je demande dans ce cas-là à ce que la démarche ait du sens, donnez-moi de la cohérence, pourquoi je devrais faire ça, etc. Et ça j'ai côtoyé plusieurs fois dans d'autres entreprises, des gens qui ne savent pas dire non. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on a peut-être pu faire. Se cache derrière l'incapacité à dire non, c'est ce qu'on appelle les enjeux de loyauté. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut dire non à une entreprise, on est en train d'essayer de dire non. Je sais que ça va paraître du psy de bas niveau, mais on est en train de dire non à ses parents, souvent, ou à des figures d'autorité. Et souvent, il y a un parallèle. J'ai connu un collègue qui avait cette problématique maladive, au point où, vous allez voir la technique, c'est que le manager, dans une équipe de formation, quand tout le monde disait non, on veut pas faire ça, ils allaient le voir, cette personne-là qui disait oui, qui disait, regarde, lui, il a dit oui, maintenant, il faut dire oui. Donc, ça peut être même manipulé. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur de la manipulation, où le manager connaît les personnalités qu'il a en face de lui, et il va aller voir celui qui est capable de dire oui pour dire oui, mais regarde, il y en a un qui le fait, donc maintenant, il faut que tout le monde le fasse. Et donc, on est sur une dynamique assez malsaine, hein, puisqu'en fait, le manager, lui, il a un objectif de productivité à atteindre. Je lui en veux pas, entre guillemets, d'avoir cet objectif. Par contre, la méthode est quand même très discutable. Et donc là, ça va créer aussi des distensions dans le groupe, c'est-à-dire que ce formateur, cette personne-là qu'on connaissait, on savait qu'il allait dire oui à tout. Donc en fait, on commençait à exclure cette personne de certaines discussions ou certaines relations sociales, parce qu'en fait, vous savez que cette personne est en train de vous pénaliser. Là où vous dites, non, c'est pas raisonnable, ce qui nous a été demandé, faut pas le faire. Lui, ne sachant pas dire non, il vous met dans la panade, et c'est ce qui manque aussi parfois. On en disait tout à l'heure, hein, ce qu'on vit, on le vit à partir de nos yeux, de notre ressenti à nous. Donc, quand la personne, elle dit oui, elle a des enjeux personnels qu'elle valide, et elle se rend pas compte des conséquences pour les autres autour d'elle.
Par contre, les autres, elles vont bien se rendre compte des conséquences pour eux. Et il devrait y avoir des enjeux. En fait, j'y pensais avant de commencer cette session tout à l'heure en arrivant et tu le redisais. Une entreprise, ce n'est rien d'autre qu'un groupe social. C'est un système social avec des gens. Une entreprise n'existe pas dans l'absolu. C'est un déclaratif sur un document papier. Vous prenez les gens qui sont dedans, vous les remplacez par une autre. L'entreprise existe toujours de la même façon. Par contre, la dynamique interne sera totalement différente. Ce sera l'image des individus, des êtres humains qui la composent, avec leur sensibilité, leur intelligence, leur réaction. Donc à partir de là, on est des groupes humains et on est des groupes sociaux avec des relations sociales et humaines. Donc ça reste ça, une entreprise. Et c'est pour ça que certains d'entre nous partent en freelance pour pouvoir se sortir, s'extraire de ces cellules sociales qui peuvent être difficiles à gérer. Il y a un philosophe allemand connu sous le nom de Schopenhauer qui disait la pire chose qui soit arrivée à l'homme, c'est la démocratie. Il disait parce qu'en fait, on n'est pas fait pour s'entendre, on n'est pas fait pour avoir le même point de vue les uns que les autres. Et plus la modernité avance, plus on s'ennuie, plus on passe de temps à discuter les uns avec les autres. Et donc on n'est pas fait pour ça. Il disait voilà, l'ennui de l'homme moderne fait qu'il va côtoyer les autres et qu'il parle. Et donc il comprend que l'autre est différent de lui et ça l'agace et ça l'énerve. Et je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui se disent ouais, je pense à tel collègue qui m'ennuie, je peux pas saquer, qui m'agace. Et ce collègue, vous savez que si vous travailliez pas dans la même entreprise, vous n'auriez jamais connu cette personne de toute votre vie. Et en fait, on comprend que l'enjeu, tu le disais tout à l'heure en introduction, on passe des heures et des heures au travail, on passe des années dans ce travail. Donc, il est trop important, cet endroit, ce temps, il est vraiment trop important pour le sacrifier, pour le gâcher à un travail qui n'aurait pas de sens, qui serait toxique, qui nous ferait du mal. Ouais, puis j'ai une idée, tu m'as fait apparaître une idée en parlant de ça, parce que dans le fond, le travail devient une famille artificielle. Et défait la famille traditionnelle ou la tribu traditionnelle dans laquelle les humains sont habitués d'opérer, dans lequel l'environnement fait. Donc, on n'est pas dans le même élément. Et ça m'a fait penser au fait que l'observation des loups en captivité versus les loups à l'état naturel, dont la théorie du loup alpha est apparue dans les loups en captivité et non dans l'état naturel. Parce que dans l'état naturel, la notion de loup alpha n'existe pas parce qu'elle n'a pas raison d'être dans la nature, parce qu'elle a un pack de loups, c'est une famille essentiellement. Donc, c'est des loups qui émanent d'un couple, puis d'un couple de loups, et c'est la famille. Et les mâles, quand ils deviennent vieux, vieillissent, deviennent des adolescents, n'attaquent pas le père, ils s'en vont ailleurs, fonder leur propre pacte à eux et faire leurs propres choses à ce moment-là et continuer à élaborer comme ça. En captivité, le problème, c'est qu'on met des loups qui ne sont pas de la même famille ensemble, et là émergent des comportements qui sont anormales dans la nature. Donc, dans le travail, pour la même chose, le travail devient une famille artificielle dans laquelle on est bousculé. Tu parlais, il y a des collègues qui t'énervent, mais effectivement, il va y avoir des comportements qui vont émerger dans ce contexte-là, qui n'auraient jamais émergé autrement, puis des faces de gens où l'espèce de compétitivité malsaine. On en a toujours des mâles alpha au travail qui sont exubérants et prennent trop de place, notamment qui deviennent essentiellement toxiques parce qu'ils essaient de reproduire un modèle qu'ils comprennent pas, qu'ils sont pas capables de remettre dans un contexte qui est autre. Ça va jusqu'à construire une organisation sociale, un modèle social qui n'existe pas effectivement dans la réalité et qui est complètement fictif avec, on disait tout à l'heure, des appels à des valeurs qui sont répétées partout. J'ai connu des grandes entreprises où tu vas dans les toilettes, il y a des valeurs écrites au mur. Et quand je dis ça, je plaisante pas. Par contre, dans les faits, ce que tu vis chez eux est totalement à l'opposé de ça. C'est-à-dire que tu reçois des clients, il n'y a pas, je sais pas, moi, ça m'est arrivé de faire une formation chez un partenaire comme ça où pour 18 personnes, on a 14 places. Mais quand je dis 14 places, c'est pas 14 chaises, c'est 14 places dans la salle. Et qu'on me dit, il y aura pas le choix. Faut mettre les 18 personnes en place. Et là, on est chez une entreprise qui pèse quelques milliards tous les ans, tu vois. Je dis, mais comment vous pouvez valider, comment vous pouvez écrire que client first, c'est super important pour nous l'accueil des clients quand on accueille les clients dans ces conditions-là. Quand vous demandez des moyens, vous dites, bah non, non, faut faire comme ça. Je dis, mais non, mais c'est pas raisonnable. En fait, c'est ridicule, ça n'a pas de sens et c'est malsain pour les clients qui apparaissent. Donc on voit bien là encore qu'il y a une distinction entre le discours, les valeurs apportées et la réalité de ce qu'on vit en interne. Et là aussi, on parlait tout à l'heure, ce décalage, il rend dingo aussi. Alors moi si tu parles de famille, moi je vais parler d'une famille en particulier, la famille Charles Manson, tu vois. Cette famille-là, moi quand je pense plus à ça dans les entreprises, et là encore souvent, quand on me dit, tiens, pourquoi tu rentres pas chez tel éditeur, chez tel grand nom, je fais oui, mais j'aime bien l'éditeur, mais j'ai pas envie de travailler dans une secte.
Et souvent, c'est un truc qui marque les très très grosses entreprises qui ont tout un narratif qui a été construit, qui dit on a telle valeur, on va faire ça, on va aller dans tel sens. Nous, chez nous, l'important c'est ça, etc. Et par contre, si tu respectes pas, tu vas te faire éjecter du système. Et on est vraiment sur des comportements sectaires avec tout ce que ça a de toxicité, d'emprise et de pouvoir. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, dans une entreprise, on a tout un narratif qui est imposé pour éviter de renégocier certains aspects du travail. Chez nous, tu vois, on va valoriser l'engagement au travail, il faut faire plein d'heures, il faut proposer plein de trucs. Sous-entendu que si t'es pas content avec, t'as pas intérêt à l'ouvrir, il vaut mieux que tu sortes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas fait juste pour valoriser des belles valeurs neutres, voire même, très discutables. Mais c'est fait justement pour empêcher toute individualité de réclamer quelque chose de plus juste ou de plus spécifique. C'est pas parce qu'on vous fait des espaces de pause avec des jeux, de la nourriture, qu'en fait on prend soin de vous. Prendre soin de vous, ce serait vous demander de quoi avez-vous besoin une fois encore. Quand votre manager, on rebondit un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, quand votre manager vous explique en long, en large, en travers pourquoi il veut que vous fassiez un truc, à aucun moment il vous demande si ça fait sens pour vous et si vous le voulez. Donc là aussi, on parlait de dialogue. Attention, il faut que le dialogue, évidemment, soit dynamique. Il faut qu'il y ait une balance. Il faut qu'il y ait un espace pour ça. Et souvent, ces très grosses structures, en fait, on préparait ça. C'est très intelligent, c'est très réfléchi à l'avance, mais pour éviter justement le dialogue. Et c'est ce qui fait aussi que dans cette très grosse structure, on vous fait miroiter un super boulot avec un super salaire. On vous dit qu'on embauche tant de centaines de gens par an. On oublie de vous dire qu'on en sort le même nombre par an aussi. C'est-à-dire ce sont des sociétés, on dit il y a beaucoup de turnover, c'est-à-dire d'allées et venues. J'ai connu une société de service en France il y a quelques années où on disait 600 qui rentrent, 200 qui restent. Donc ça veut dire quand même un très très gros niveau d'insatisfaction. C'est souvent un indice d'ailleurs, hein, quand vous cherchez un nouveau boulot. C'est intéressant non pas d'avoir la vue de l'entreprise, mais c'est intéressant d'aller voir les gens qui ont démissionné, qui sont partis. Allez collecter les informations sur les gens qui sont partis, qui vous disent pourquoi ils sont partis. Parce que l'entreprise vous dira jamais pourquoi ils sont partis. Vous dira toujours pour ceux qui restent. Oui, mais peut-être que celui ou celle qui reste a peut-être un comportement très suiveur. Ça arrive, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais peut-être des gens qui sont très bien comme ça. Moi, je suis rentré des fois dans les sociétés de services il y a quelques années où j'avais des collègues qui étaient depuis 2 ans, j'ai fait 2 mois. On n'a pas le même ressenti, on cherche pas la même chose et l'entreprise ne nous apporte pas la même chose. Pour l'un comme pour l'autre. Donc ça veut dire que c'est possible, bien sûr que pour une personne ça fonctionne, mais c'est pas parce que ça fonctionne pour une que ça fonctionnera forcément pour les autres. Donc il est important, là encore, de s'écouter, de savoir quels sont nos besoins à nous. Et donc là encore, c'est vraiment quelque chose de critique. On n'est pas là juste pour avoir un travail. D'accord ? Parce que avoir un travail dans l'absolu, on peut aller chercher un boulot dans un bar, on peut aller au supermarché, probablement qu'ils cherchent des gens. Vous voyez, enfin, il y a des boulots communs, on va dire sans peu de qualifications, où il y a des possibilités qui existent. Il s'agit juste d'avoir un salaire. Après, ce qui est important, c'est de trouver, mais qu'est-ce qui nous donne envie ? Alors des fois, c'est difficile à faire. Et je m'aperçois souvent, dans les gens, là pour le coup, ce que je vois surtout en coaching avec le freelancing, les gens qui rentrent dans la partie formation, il y a une remise en cause de ce système de valeurs. Je me dis, mais qu'est-ce que je cherche en fait vraiment ? Des fois, c'est très difficile de savoir ce qu'on cherche vraiment en fait. On peut quitter une situation qui est négative. Par exemple, on travaillait beaucoup et se mettre à rechercher un truc qui ressemble, comme de gouttes de chimie. Ça a quel sens en fait de reprendre le même truc ? D'accord ? Donc ça, c'est important parce que des fois, on a du mal à savoir ce qu'on veut pas. Moi, c'est un travail que je fais en coaching. C'est un truc tout bête. Si vous avez l'occasion, s'il y en a qui se posent des questions sur leur carrière aujourd'hui, ça veut pas dire que vous devenir freelance demain, hein, je vous invite pas. Et si demain vous dites, tiens, aujourd'hui, en écoutant ça, je suis pas sûr d'être au bon endroit, vous prenez une feuille de papier, vous la mettez dans le sens de la hauteur, vous tracez un trait au milieu, vous écrivez en haut à gauche ce que je veux, en haut à droite ce que je ne veux pas. Et ne mettez pas des notions techniques ou de boulot. Mettez tout. Mettez tout ce que vous voulez aujourd'hui. Peut-être que ce que vous voulez, c'est partir à la campagne dans 10 ans. Peut-être que ce que vous voulez, c'est travailler avec des gens sympas. Ce que vous voulez plus, c'est prendre les transports en commun à Paris, par exemple. Ce que vous voulez plus, c'est travailler 5 jours par semaine. Moi, par exemple, ça, c'est un truc que je dis toujours. Je suis devenu freelance pour ne plus travailler 5 jours par semaine. Je ne veux plus. D'accord ? Donc, ça vous permet de clarifier ces idées, de savoir où vous en êtes. Et ce qui vous permettra, quand vous êtes confronté à des situations où avec ces sujets-là, vous allez voir que vous réagissez de façon plus ajustée avec vous-même. Et ça, c'est un élément important.
Ah, bien sûr, être juste avec soi-même, ça demande un travail personnel. Là encore, on revient sur l'idée d'avoir un travail personnel pour pouvoir se désengager des problématiques qu'on peut avoir soi-même. Absolument, absolument. Puis j'aime ça, ce genre de choses-là. Puis je regarde, moi, pour les raisons, puis je pense qu'on en avait vaguement glissé un mot dans les épisodes sur le freelance. Quand je suis parti, moi, c'est pas nécessairement le 9 à 5 qui me trouble, mais c'est de contrôler mes horaires, de pas tout le temps être à la même place. La diversité est importante. Quand j'étais employé, je changeais d'emploi aux 18 mois. Les employés n'aiment pas ça quand on fait ce genre de choses-là. J'arrive en consultation, c'est adoré. Donc, je me suis mis dans un contexte où c'est voulu ma façon d'être et accepté et même célébré dans ce contexte-ci. Donc, c'est dans ce contexte-là de se mettre dans une situation dans laquelle on est l'alignement avec nos valeurs et avec qui on est tel que les gens qui nous emploient, que ce soit comme freelance ou comme salariés, nous célèbrent la façon qu'on est parce qu'on amène dans les contextes de leur entreprise une valeur qu'ils ont besoin, un regard qu'ils ont besoin. Et dans les cas les plus, je dirais, exotiques, ils vont même chercher de l'opinion divergente que je peux amener parce que j'amène une panoplie d'expérience et de celles-ci vont aller. C'est rare, puis plus les gens sont endoctrinés de parler du secteur, ben c'est plutôt rare qu'ils vont être capables de se remettre en question. Mais la réalité, ça arrive dans des cas où des gens demandent cette remise en question-là dans laquelle je peux apporter puisque j'ai changé de place énormément. J'ai connu beaucoup de choses, j'ai connu beaucoup d'expériences diversifiées et j'amène ce regard-là et ce pas de recul-là aussi. On parlait un peu de comment de se défendre. Puis on n'est peut-être pas allé prenez un pas de recul, soit changer d'emploi ou même juste un congé maladie, juste prendre une semaine de recul pour vous recentrer par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre emploi. Juste de voir où vous vous situez et réellement comment vous pouvez vous replacer. Puis peut-être que le problème est à l'intérieur de vous, c'est que vous avez des choses à régler. Ou peut-être que le problème est à l'extérieur, un peu comme tu mentionnais, puis que c'est l'employeur qui est désaligné avec, ou même juste le manager peut être désaligné avec comment on est et nous met dans une situation de stress qui est malsaine. Quand tu fais des métiers du soin, des métiers du care, on fait ce qu'on appelle des supervisions. Des supervisions, c'est-à-dire que tu te réunis avec des professionnels du même métier, soit dans la même boîte, soit à l'extérieur, et tu parles de ce qui s'est passé en fait dans ton métier. En tant que formateur, par exemple, dans tes relations avec tes clients, tu peux avoir a besoin d'un regard extérieur. Parce que si vous en parlez avec les collègues, ils sont dans le même monde que vous, donc il y a des chances que les réalités que vous viviez soient relativement alignées, et donc soit vous ressassez le truc, c'est de la rancœur, ça n'améliore pas les choses, soit vous comprenez pas, et donc ça peut créer même des dissensions dans le groupe, soit vous essayez d'en parler à votre manager et ça crée un trouble, c'est pas forcément évident. Il y a des entreprises rares, mais il y en a dans lesquelles il y a des groupes de parole comme ça, où on discute en fait de la façon dont on travaille, et on dit, bon, ça vous va ou pas? Ce qui est intéressant. Donc ça arrive, hein, ça existe dans certaines structures. Donc c'est important de pouvoir avoir ce regard extérieur. C'est pour ça qu'on parle toujours de se faire accompagner. J'insiste vraiment, hein, il y a des professionnels pour ça. Et c'est important de se faire accompagner par des professionnels. Parce qu'on en avait parlé la dernière fois, on disait, mais je peux en parler à ma famille, à mes proches, ouais. Sauf que c'est pas leur métier. C'est pas leur travail. C'est-à-dire que même s'ils sont bienveillants, même s'ils sont là pour vous écouter, ce que vous avez à dire, ça se trouve, ils peuvent pas l'entendre. Ça se trouve, ils sont pas capables de l'entendre. Ça se trouve, ils sont pas capables d'y réagir. Ou alors, ils vont essayer d'y apporter une réponse. Alors que ce que vous avez besoin, c'est d'être entendu. C'est pas d'avoir une réponse, pas d'avoir des conseils, c'est pas d'avoir une solution. C'est simplement de pouvoir en parler. Et donc, un professionnel de santé, c'est son métier. Un psy, au sens le plus large du terme, dans tous les psys qu'on peut avoir, la plupart d'entre eux, quand ils font bien le boulot, ils comprennent que le premier boulot qu'ils doivent faire, c'est d'être présent et d'écouter. Et ensuite d'aider à pouvoir peut-être mettre un peu de recul, un peu de distance avec les choses qui deviennent handicapantes. Alors, quand est-ce qu'on sait où ça devient gênant ce qui nous arrive? C'est quand ça devient handicapant. C'est-à-dire que, on l'a dit, ça peut avoir des effets sur la biologie. Donc, vous dormez plus, vous prenez du poids, vous êtes anxieux, vous perdez vos cheveux, ou vous avez des maladies de peau. Tout ça, ce sont des symptômes qui apparaissent ou des maladies de cœur, et donc ça peut aller très loin. Mais ça peut être aussi des comportements que vous amenez vous pouvez vous poser. Moi, j'avais cette particularité. Je me dis, mais pourquoi je suis dans cet état à chaque fois? Et j'ai fini par comprendre que ça m'handicapait dans mes relations aux autres, littéralement. Je me disais, en fait, en réagissant comme ça, en me laissant emporter par ça, ça m'empêche de communiquer, de parler, de me faire comprendre. Et donc, ça me dessert.
C'est un moment où ça me pénalise, ce que je fais, ce que je dis, me pénalise. Non pas par la réaction des autres, mais parce que moi j'amène. Et je sais que cette partie-là m'appartient. Donc ça, c'est un élément important de pouvoir reprendre la responsabilité de ce qui se passe. L'avantage de faire ça, c'est que vous allez pouvoir dissocier ce qui vous appartient de ce qui appartient aux autres. Parce que on peut vous faire du mal aussi. Il peut y avoir des gens qui sont autour de vous qui vous font du mal. Et donc ça, c'est pas votre faute. Vous y êtes pour rien. Quand quelqu'un vous fait du mal à vous, vous avez rien demandé, vous y êtes pour rien. Donc c'est important de pouvoir se rendre des comptes à soi, prendre sa part de responsabilité dans ce qu'on vit et être capable de redonner la responsabilité aux autres. Ce qui vous permet là aussi, vous voyez, en fait, la thématique qu'on a derrière ce qu'on dit depuis le départ, et on en parlait en off tout à l'heure pour commencer, on s'est dit c'est le moment d'y aller, c'est cette capacité à mettre de la distance entre soi, en termes d'individu, et ce qui nous arrive. Il y a un philosophe français qui s'appelle Albert Camus qui disait « Je ne contrôle pas, je ne choisis pas ce qu'on fait de moi, ce qu'on me fait à moi, mais je choisis ce que moi j'en fais. » Mais pour ça, il faut être capable de se dissocier justement de ce qui nous arrive, de l'émotion qui nous envahit, et de cette sensation, comme on disait, d'emprise, d'être pris au piège dans une entreprise, d'être pris au piège dans une culture, de pas avoir la parole. Et donc c'est important pour nous de prendre ce recul. Donc le premier conseil qui est sous-jacent de tout ce qu'on dit ici, c'est apprendre d'une façon ou d'une autre, par ce qu'on nous dit là, par de l'écoute, par du travail personnel, à prendre une distance avec ce qu'on est en train de vivre, ce qui va être l'élément salvateur, littéralement, ce qui va vous sauver la vie, littéralement. Énormément, puis parce qu'on a justement on en parlait en off, j'ai beaucoup de clients, j'ai beaucoup voyagé dans des environnements différents, et généralement les clients on m'explique la réalité de ça, puis je finis toujours par je m'en fous de ton univers. Parce que la réalité, moi, je suis là pour résoudre un problème. J'ai la sensibilité du milieu dans lequel je suis, je comprends les choses, mais ton processus ou tes choses, moi, je m'en fous, je suis pas là. Tu m'embauches justement parce que je ne suis pas l'entreprise, je ne suis pas cette culture. Comme tu disais, moi, le soir, je m'endors pas en pensant à toi. Voilà. J'aime beaucoup cette expression de toi. C'est en plein ça. C'est mon travail ne m'empêche pas de dormir. Je dors très bien le soir et même ça m'embête ma blonde parce que je m'endors tellement vite, tellement que je dors sans souci que elle, ça l'embête elle prend un peu plus de temps avant de s'endormir. J'ai la même situation ici aussi. Ma compagne me dit, je te jalouse, tu t'endors en 3 secondes. Ça fait quelques années que je dors beaucoup mieux et je t'avoue que oui. Je comprends. Oui, donc c'est ce contact-là. S'il me dit, ouais, on a telle pression. Non, il m'appartient pas. Il appartient à l'entreprise. C'est cette distance-là de regarder. En freelance, c'est plus facile de prendre cette distance-là parce qu'on n'est pas impliqué. Cependant, ça m'empêche pas de travailler fort pour les clients, de mettre beaucoup d'énergie, de volonté dans le spectre dans lequel je suis. Mais je m'attache pas émotivement à ce qui se fait parce que il n'y a pas d'émotion. C'est un travail. Je plante des clous essentiellement, mais ça demande juste de mettre des mots sur une feuille. Mais je fais la même chose, je fais du conseil, mais ça revient, je plante mon clou. Quand je finis de planter mon clou, je pense pas toute la soirée au clou que j'ai planté. Il a été planté, c'est parfait. Et peut-être demain, je vais planter encore mieux mon clou, peut-être. Mais ça n'a aucune importance sur mon sommeil, sur ma valeur. Puis c'est un autre aspect. C'est comment on voit sa valeur personnelle, puis qui peut être détruite par des perceptions négatives en entreprise. C'est d'asseoir sa valeur. On a tous de la valeur et il faut juste la faire grandir essentiellement. Et si les autres la voient pas, si vous la voyez, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc n'hésitez pas à aller voir ailleurs si votre valeur sera mieux. Et vous allez voir, moi c'est un truc que j'aime bien, et pour le coup en freelance, j'aimais bien les entretiens d'embauche, parce que c'est toujours agréable. Tu vois, les gens qui disent, tu bosses bien et tout, ton profil nous intéresse. Mais c'est vrai, c'est une forme de reconnaissance aussi, parce que si les gens ont de l'appétence pour votre profil, et même si vous êtes simplement en démission, que vous cherchez un autre emploi, vous allez voir cette période où d'un seul coup vous êtes revalorisé, vous dites mais en fait je peux faire ça. Et puis c'est l'occasion aussi peut-être, là encore, on le redit, de réfléchir à ce qu'on a vraiment envie de faire, peut-être de progresser, d'évoluer, d'aller vers autre chose, vers une autre façon de faire, ou de penser même pourquoi pas à changer complètement de métier. Là aussi, pensez-y, il faudrait qu'on fasse un sujet un jour sur le changement de carrière, puisqu'on est issu de carrières initialement qui n'ont rien à voir avec ça, donc c'est un bon sujet qui reviendra, je pense, un de ces quatre. Donc il y a plein de gens dans nos métiers. Quand vous regardez 100 personnes qui font le même métier, il y en a facilement 30% qui ne viennent pas de ce métier du tout à l'origine, voire même 40%. Et donc, à un moment donné, on fait le choix de changer. Donc, c'est tout à fait possible. On peut changer. C'est ce qu'on appelle cultiver de l'antifragilité, c'est-à-dire se préparer au prochain changement pour pouvoir être capable, justement, d'être flexible
d'être agile. Alors bien sûr, il faut pas que ce soit dévoyé. Aujourd'hui, ces termes-là peuvent être dévoyés par certains courants politiques, etc., qui vous forcent à être tellement flexible. C'est surtout flexible pour l'employeur et pas forcément pour vous. Non, la flexibilité, elle vous appartient aussi, vous, en tant qu'individu, en tant que personne. Vous avez ce qu'on appelle le pouvoir d'agence, pour signer nos pirates canadiens de Go Pirates. Le pouvoir d'agence, j'aime beaucoup cette expression parce que c'est ça, on a le pouvoir d'agir. Chaque individu, chaque être humain qui existe sur cette planète a le pouvoir d'agir dans sa vie. Bien sûr que le contexte n'est pas forcément toujours très souple. Il y a des pays dans lesquels c'est plus difficile, il y a des contextes dans lesquels c'est plus difficile. Je n'élimine évidemment pas cette prise de contexte. Mais on a tous le pouvoir d'agir à un moment donné et on a des choix à faire. Bien sûr que c'est pas forcément toujours agréable, ça peut faire peur. On le disait déjà précédemment, je disais à ma belle-fille qui a 16 ans, c'est un truc qu'on vous dit pas quand on est gamin, c'est que être un adulte, ça fait peur, c'est chiant, c'est dur, et c'est fait de plein de choix qui sont pas drôles à faire. Donc oui, mais on a la possibilité de les faire quand même. Ça nous appartient. Et donc, quand on se sent pas au bon endroit, il faut se rappeler que c'est possible de choisir d'aller faire mieux, autre chose, ailleurs. Et comme tu disais, peut-être prendre du recul en prenant du repos. Il y a des systèmes pour ça. On a des systèmes, on disait en France, nous, on a les médecins du travail qui peuvent nous arrêter. Et les gens qui se mettent en burn-out, ils se mettent pas en burn-out pour le plaisir, hein. Quand on est en burn-out, c'est qu'on est au fond du fond. L'étape d'après, c'est s'user le corps au point de le tuer, littéralement. D'accord, hein. Souvent, soit on n'attend pas et on pousse jusqu'au suicide, ou alors on s'épuise jusqu'à ne plus être capable d'être en. Et hier soir, il y a un politicien français de gauche dont je tairai le nom qui parlait du nombre d'augmentations qui ont plus de doublé des gens qui sont déclarés inaptes au travail depuis ces dernières années. C'est-à-dire des gens qu'on a tellement usés jusqu'au bout qu'ils ne peuvent plus travailler littéralement. Et beaucoup sont épuisés moralement. C'est-à-dire que moralement, il faut quitter l'idée de il suffit de se bouger le cul, ça va aller mieux. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Une dépression, ça vous bouffe totalement l'énergie de vivre, littéralement. Vous vous battez tous les matins pour continuer à vivre. C'est, pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'est quelque chose tant qu'on l'a pas vécu, c'est vraiment difficile à saisir. Et donc, faites preuve d'empathie aussi avec les autres, parce que quand quelqu'un a une difficulté, c'est pas juste, cette personne n'a pas envie, c'est pas une question de motivation. Si tout n'était qu'une question de motivation, bordel, ce serait beaucoup plus simple. Mais ça, c'est un mythe, c'est un mensonge, c'est pas une question de motivation. On est tellement pas mécanique. C'est ça, c'est chimique, c'est pas mécanique au sens où je fais juste flipper une switch dans ma tête et pouf, je vais être motivé et je la ferme le soir puis je suis motivé. C'est un état chimique, notamment hormonal. Puis là, quand on s'en va dans ces éléments, parce que le stress, ça l'amène, c'est des hormones particulières qui usent le corps énormément et usent l'esprit énormément. Et cette débalance-là fait qu'on perd la motivation. Puis pour avoir, je sais pas si je l'avais mentionné dans le dernier, j'ai eu un PTSD, un choc post-trauma. Et tant qu'on n'a pas connu qu'est-ce qu'un choc post-trauma, c'est un peu abstrait. On comprend pas trop c'est quoi, qu'est-ce que ça fait. Les militaires, c'est juste des fillettes. Normalement, c'est pas des vrais hommes, des choses comme ça. Puis une fois que tu as connu la vraie sensation associée à ça, au-delà du fait que j'avais de l'empathie pour les militaires, malgré tout, là, c'est pas ce que je mentionne, mais je véhicule le message public. Là, j'ai un ressenti, je sais, là, je comprends parce que je l'ai vécu. Puis c'est atroce. Ou même tu sais que le burn-out, c'est la même chose. Les gens disent non, mais c'est pas grave. Mais oui, c'est parce que vous l'avez jamais vécu. Vous pouvez pas comprendre l'intensité du désarroi quand on tombe dans le burn-out, à quel point on est complètement que l'image de soi-même. C'est terrible. J'en ai vu des gens qui sont tombés là-dedans puis sont jamais vraiment remontés de cet épisode-là. Puis ça en est un peu triste à certains égards parce que les gens se retrouvent à être changés de façon définitive à travers cette expérience, négativement à mon sens. Le PTSD ou toutes les formes de trauma, c'est quelque chose, en fait, on n'oublie jamais rien. Le corps n'oublie pas et le corps est capable c'est ce que j'appelle des échos. C'est-à-dire qu'il est capable de répéter à l'infini, à vie, la sensation qu'il a vécue au moment du traumatisme. Que ce soit un traumatisme d'enfance, que ce soit un traumatisme de combat ou dans une expérience traumatisante, quelle qu'elle soit, ou souvent violente dans la vie. C'est
ça vous marque en fait un lieu, et ça vous marque le corps, ça vous marque l'empreinte, et votre cerveau s'en souviendra toute votre vie, même si vous essayez de l'oublier. Et d'ailleurs, il y a des gens qui font de la résistance, il y a des trucs qu'on a vécu petit, par exemple, qu'on oublie, qu'on réactive, mais qui toute la vie nous ont marqué et ont un impact sur notre façon de réagir ou de vivre les choses. C'est important aussi d'être capable, comme tu disais, alors d'abord, on rappelle que c'est bien d'avoir de l'empathie pour les gens autour de soi, simplement. Ça, être bienveillant, c'est aussi être capable de dire, je ne comprends pas par quoi tu traverses, mais j'entends que c'est difficile et je réceptionne ça, c'est tout, quoi. C'est juste que ce qu'on peut faire, hein, l'empathie, c'est ça. C'est accepter l'autre tel qu'il est, dans ce qu'il a à nous offrir. Comme je dis souvent, moi, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc, être capable de penser ça de l'autre, c'est déjà important. Dire que l'autre, la personne qui est en face de soi, peut-être que si elle nous embête au boulot, c'est pas pour nous embêter nous, c'est parce qu'elle se bat avec des problématiques personnelles, alors qui ne nous appartiennent pas, bien sûr. Mais peut-être qu'elle fait simplement ce qu'elle peut avec ce qu'elle a et qu'elle en a rien à foutre de nous et qu'elle n'agit pas contre nous et qu'elle agit pour autre chose et que on peut ensuite échanger sur le fait que ça puisse être gênant pour nous dans notre travail, comme on peut dynamiser. Mais le fait de prendre le temps de l'écouter pour comprendre ce qui se passe, ça ouvre un vrai dialogue pérenne qui est susceptible d'arriver à un résultat positif et, pour le coup, à créer aussi une relation humaine de qualité. Ouais, il faut être capable d'accueillir l'autre, puis c'est un peu dans le dialogue, puis justement de pas arriver, tu m'en veux, ton geste est volontaire vers moi. C'est toujours cet élément-là. Non, les gens font rien contre toi, toi, c'est ta perception des choses. Et c'est à toi aussi à ce moment-là de prendre le temps d'aller vers l'autre et dire, hey, ça, j'ai pas trouvé ça agréable. Ça, c'est moi, ça m'empêche de travailler correctement. Ça, de pouvoir exprimer de façon bienveillante, on s'entend. Alors, ce qui est très important dans ce que tu es en train de montrer comme exemple, c'est que tu dis je pour dire ça. Et c'est très important. Donc, quand vous êtes dans un échange avec quelqu'un qui a un problème qui vous occupe, faut pas dire tu fais ça, parce que c'est accusateur, vous êtes en train de mettre l'autre en cause, et comme on disait, vous êtes en train de lui donner déjà une volonté, peut-être qu'il l'a pas. Ça se trouve, cette personne n'est pas du tout consciente que ça vous impacte autant, que ça vous gêne. Elle ne se rendait peut-être simplement pas compte, elle est peut-être tout à fait touchée, bouleversée par ce que vous lui dites, et elle s'en voudra. Mais si vous lui dites tu, ou je pense que tu, ça veut dire toi. C'est-à-dire vous projetez sur l'autre des interprétations. Vous n'avez pas le droit de le faire. Personne ne vous a donné ce droit. Donc vous dites je. C'est difficile à faire. Je sais que personnellement que c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire parce que j'avais tendance à être très rentre dedans sur ce sujet-là, à dire tu fais ça. Je suis gêné, mais je laissais pas la place à l'autre. Laisser la place à l'autre, c'est ça, c'est accepter de dire écoute, je constate que ça se passe comme ça factuellement. Moi, j'aurais besoin que ça puisse être comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu le ressens? Qu'est-ce que tu me dis? Voilà. Et accueillir le fait que l'autre puisse être à un endroit différent. Peut-être que ça portera pas ses fruits. Peut-être que ça ouvrira un dialogue très constructif. Et ça, c'est extrêmement important. Et je rebondissais sur ton exemple parce que tu as commencé à dire moi, ça me gêne parce que, et on explique dans quelle position on est, dans quelle posture on est et en quoi ça nous atteint. Quand l'autre prend conscience que ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas ou il ne fait pas nous atteint, d'un seul coup, on défend, on dit, ouais, merde, je me rendais pas compte, en fait. Je suis désolé. Et souvent, c'est ça la réponse. C'est, je me rendais pas compte. Ou la personne dit, ouais, moi, j'ai besoin de, ok, je comprends que t'as d'autres trucs, t'es stressé. Est-ce qu'on peut essayer de voir ensemble comment on peut faire pour s'arranger, pour que ça puisse fonctionner? Peut-être qu'on n'y arrivera pas. C'est pas grave. Mais au moins, on aura essayé. Souvent, ça marche. Franchement, pour le faire avec nos clients, on le sait, on en parle, ou avec les collègues avec qui on est, souvent ça marche bien. Sauf s'il y en a quelqu'un qui, vraiment, soit n'a pas envie, c'est possible, soit est tellement empêtré et est en telle panique, on disait tout à l'heure, ça rend dingo. Donc parfois, on peut accueillir quelqu'un qui est en état qui ne peut plus saisir ou a du mal à saisir ce qui est en train de se passer. Donc, à nous de voir, je sais pas comment on peut gérer ça en duo. Peut-être que là, il faut faire intervenir quelqu'un de tierce, mais qui soit neutre ou de professionnel, et certainement pas un manager. Non, pas un manager, là, quelque chose d'autre, mais effectivement, c'est toujours comme ça. Puis là, tu parlais que c'est un apprentissage, comme on parlait au jeu. Moi, je l'ai fait parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je pouvais être toxique pour d'autres personnes autour. Parce que j'ai eu une personne à un moment donné qui a entamé ce dialogue-là. Je me sens pas bien quand tu fais ce genre de choses-là. Blabla. Fait que là, on a compris un peu. Puis là, j'ai compris que sans le vouloir, j'avais des comportements qui étaient nuisibles pour cette ou ces personnes-là. Donc là, j'ai pris conscience, oh,
je fais partie du problème d'une autre personne. Donc, je vais prendre le temps de changer mes façons de faire, justement pour me regarder moi-même et pourquoi j'agis comme ça, parce que j'étais stressé, j'étais triste ou peu importe la raison qui est en arrière. Et d'ouvrir cet élément-là. Fait que dès lors, maintenant, je prends les gens sur le même principe qui agissent de façon inconsciente sur des choses qui m'affectent et j'explique que ça m'affecte. De voir comment on peut résoudre justement ça de mon propre chemin que j'ai eu il y a fort longtemps qu'une personne qui m'a éveillé à ce genre de choses-là, qui m'a aidé à avancer énormément justement dans cette direction-là, de sa propre bienveillance. J'ai été amélioré. Est-ce que quand la personne qui est en face de nous explique ce qu'elle ressent, ce qui se passe, même chose, c'est quelque chose qu'on m'a dit, mais une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est une phrase que je me répète souvent et j'ai mis du temps à la ressentir, c'est « ce n'est pas parce qu'on me parle à moi qu'on parle de moi ». Et je dis toujours, tu peux dire que je suis con, t'as le droit de dire que je suis con, t'as le droit même de le penser, et si tu le penses, t'as raison dans ton univers. Ça n'en fait pas moins que moi je ne suis pas con. Enfin, ça change rien, t'as le droit de le penser, t'as le droit de le dire, t'as le droit de dire que je suis incompétent, d'accord, j'entends. Peut-être que si moi j'ai envie d'améliorer les choses, je vais essayer de comprendre pourquoi tu penses ça, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pu dire qui peut te permettre de penser que j'ai ça. Si c'est faussé, je vais essayer d'expliquer en quoi dans ma démarche j'ai voulu faire ça et je me suis pas rendu compte que ça avait tel effet et je m'en excuse. Tu vois, c'est possible. Effectivement, j'ai appris aussi à faire ce travail-là et pareil, j'avais tendance à être très rentre dedans et je pense qu'effectivement j'ai pu dégager une certaine toxicité dans ma carrière précédente. Et je suis content d'avoir progressé. Je suis très très heureux d'avoir fait ce chemin-là, d'être remis en cause. Ça m'a donné des séances de thérapie très violentes. Heureusement que j'avais une des meilleures thérapeutes au monde, un petit bout de bonne femme botteuse de cul qui m'a beaucoup aidé à entendre que même si on a une émotion légitime quand on se sent désemparé ou énervé d'un truc, il n'en est pas moins qu'on apporte quelque chose à l'autre et ce que l'autre nous dit n'a pas d'obligation d'effet. Il y a pas longtemps, il y a un collègue qui me dit non, mais on a le pouvoir d'agir sur les autres. Je fais non. Regarde, je suis en train de penser, arrête de respirer. Si je te dis d'arrêter de respirer, est-ce que tu t'arrêtes de respirer? Absolument pas. Si je te dis mange un hamburger et que t'en as un sur la table et que tu le manges pas parce que je te l'ai dit, tu le manges parce que tu as choisi parce qu'il était devant toi. Donc on n'a pas de pouvoir sur les autres. C'est extrêmement important à saisir ça. Je n'ai aucun pouvoir sur autrui. Ça n'existe pas. On peut avoir de l'emprise. Donc là, c'est autre chose. On déplace parce qu'il y a une dynamique de relation qui se met en place avec l'emprise. C'est une dynamique à deux, avec une prise de pouvoir et une autorisation de pouvoir. Dans les mécanismes d'emprise, les gens sous emprise, quand ils en sortent, ils le disent, ils reconnaissent leur part de responsabilité. Elle est très difficile à reconnaître. C'est très, très, très difficile parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment quelque chose de difficile. Et dans les entreprises, il peut y avoir cette dynamique d'emprise qui a lieu aussi. C'est-à-dire on peut être rentré dans une entreprise avec les yeux écarquillés en disant j'adore ce que vous dites, ce que vous faites, avec des gens avec qui on a beaucoup de relations, agréables au début, qu'on met souvent sur un piédestal. C'est souvent des relations, comme on dit, ascendantes, dites asymétriques, avec quelqu'un en haut et quelqu'un en bas. Et on peut avoir quelqu'un qui joue avec ça. Donc l'emprise au travail, ça existe aussi. Ça pourrait être un sujet à part entière de parler de l'emprise au travail. Mais c'est quelque chose d'important là aussi à comprendre. Et dans une relation à deux, il y a cette recherche donc de trouver sa position, de laisser la place à l'autre en mettant de la distance. Moi, je sais que quand je suis parti freelance, je suis déjà passé dans une entreprise avec un ami qui m'a accueilli pendant 2 ans pour m'aider à me lancer. Et je le remercierai jamais assez pour ça. Et on a eu ce rapport-là d'asymétrie qui s'est creusé à un moment donné, et on en a parlé, justement, et j'ai appris beaucoup avec cette personne. J'ai eu 2 ans d'expérience formidable avec Eric, mon ancien collègue, où on a énormément appris de l'un de l'autre, et personnellement là-dessus. Et justement, on a appris cette relation-là, parce que rentrant dans son entreprise et étant face à lui, on a glissé tout doucement vers une dynamique asymétrique, c'est-à-dire ça n'en reste pas moins le propriétaire de l'entreprise et je ne reste qu'un intervenant en interne. Donc on avait une ambiguïté sur le positionnement. Ce qui nous a créé une dynamique qui a failli casser notre amitié. En accord commun, on a décidé que je partais. C'est une cérémonie que je rappelle toujours parce qu'en fait, c'est vraiment une belle émotion qu'on a senti ce jour-là. Il m'a donné les papiers. Vous savez qu'en France, quand vous démissionnez, on vous donne le solde de tout compte, toute une série de papiers quand vous démissionnez. J'ai pris les papiers, je lui ai dit, on se serre la main.
Je dis maintenant, on repart à zéro. Et depuis ce jour-là, on n'a plus du tout la même relation. Ça a complètement assaini notre dynamique parce qu'on a repris des positions, chacun dans sa boîte. On continue à collaborer. C'est quelqu'un avec qui j'ai toujours plaisir à travailler. De la même façon, ça fait des années, c'est génial. Et on n'a jamais aussi bien collaboré que depuis qu'on a fait ça. C'est-à-dire qu'on a pu changer la dynamique. Et on a appris tous les deux, on a progressé sur ce fait de je vais parler de moi, je vais mettre à distance ce que tu me dis, je vais entendre ce que tu me dis, j'essaie de comprendre ce que j'ai pu faire ou ce que j'ai pu dire qui a pu te permettre de croire ça ou de penser ça. Et je vais essayer de rectifier en t'expliquant ce que j'ai fait, pourquoi et que je comprends ton sentiment. Mais que pour le coup, c'est pas l'intention que j'en avais et je vais le prendre note. Et surtout, c'est un truc qu'on fait parce qu'on s'est vu depuis quelques années. On voit notre progression individuelle sur cette capacité justement à, parce que c'est pas un truc qui se fait en 3 jours, évidemment, tout ce qu'on dit là, hein, c'est des choses qu'on a appris nous pendant des années. Donc ça prend du temps. Et cette progression, moi, j'aime bien la voir, la cartographier. Et j'aime bien aujourd'hui la mettre en place avec des gens que je coach et voir, j'ai un collègue que je coach que j'ai vu récemment qui a changé du tout au tout entre le moment où je l'ai rencontré il y a 2 ans et aujourd'hui. C'est quelqu'un de plus posé. En quelques 2 ans, j'ai vu progresser. D'un seul coup, j'ai vu un switch passer. Et on voit l'amélioration et aussi dans la qualité de vie de la personne. C'est-à-dire que c'est une personne qui est plus posée, qui est plus tranquille, qui se stresse beaucoup moins, qui vit mieux l'expérience qu'elle a aujourd'hui, qui envisage mieux sa carrière, qui a déjà une vue précise de ce qui va se passer. Et alors, c'est un truc tout con, mais le monde nous renvoie ce qu'on donne. Et ça marche. C'est une réalité, ça. C'est-à-dire que si vous êtes ouvert, si vous êtes content, vous allez voir que vous générez autour de vous des réponses de ce niveau-là. Et ça va même générer des dynamiques de rencontres qu'on n'attendait pas. Et des fois, on a, alors après on peut croire au destin, etc., ce genre de choses, mais c'est très drôle parce que moi j'ai plusieurs petites aventures comme ça que je peux ponctuer où je dis telle ouverture, ça a donné en quelques jours telle réponse que j'attendais pas du tout de quelqu'un que je connaissais pas. Mais c'est vraiment comme s'il y avait une espèce d'ouverture au monde et ça se passe. Faites le test. Marchez pendant 1 heure dans la rue, souriez aux gens. Vous allez voir le nombre de personnes qui vont venir vous voir ou vous sourire, ça marche. À Paris, les gens foutent tous la gueule. Souriez, vous allez voir qu'au bon moment, il y a des gens qui vous sourient. Alors bien sûr, des fois, ça les surprend, mais ça fonctionne. Donc quand on est ouvert, quand on est réellement bienveillant, quand on est plus calme avec soi, qu'on est un peu plus reposé, il n'y a pas d'injonction au bonheur. Je vais pas lancer là-dedans parce qu'on pourrait nous accuser d'avoir, il faudrait être heureux. Non, moi je suis heureux, moi ça va bien. Personnellement, parce que j'ai fait tous ces choix. Mais c'est quelque chose que j'ai atteint par, je dirais, c'est la belle cerise sur le gâteau. C'est en plus. Mais d'abord, j'ai surtout voulu être juste bien, juste pas malheureux. C'est déjà pas mal de vouloir être pas mal, ouais, de se sortir du malheur. Et ça se voit dans les dynamiques. Et je pense, par exemple, que notre rencontre, tu vois, Nicolas, elle a eu lieu justement à un moment d'ouverture où quelqu'un nous a mis en relation. On s'est rencontrés, on a eu la même je parle de résonance parce qu'en fait, c'est des choses qui sont sans parler. C'est des choses qu'on ressent en termes de, et même quand on s'est vu récemment, on voit bien qu'il y a des choses qui résonnent et ça s'aligne. Alors, évidemment que ça, c'est pas quelque chose de forcément très commun. Et donc, ça veut dire que ces relations de qualité, elles sont pas si nombreuses que ça. Mais elles apparaissent et elles ouvrent des portes. Faut être à l'écoute. C'est essentiellement ça. Avoir une attitude positive et être à l'écoute, ça aide toujours. Sur ces belles paroles-là, on va conclure. Ça fait déjà presque 1h15 qu'on brasse ce sujet-là. Ce que je vais faire un appel à commentaires. Si vous voulez qu'on continue, puis il y a matière à continuer encore beaucoup là-dessus, de partager. Faites-nous part de vos commentaires, on va les prendre, puis on va probablement faire un ou plusieurs autres épisodes sur le même sujet. Entre-temps, je te remercie énormément de la collaboration. C'est toujours très plaisant. Comme tu l'as mentionné, on a raisonné ensemble parce qu'on aborde ces valeurs et ces convictions-là partagées. Et c'est toujours un plaisir de partager le micro avec toi, justement, de venir échanger sur ces éléments-là. Je peux pas dire mieux, c'est pareil. C'est un réel plaisir que de passer du temps avec toi et à parler à nos auditeurs. We're gonna